Donc ce soir, on a le plaisir de passer un moment tous ensemble et d'échanger avec Arnaud, qui va nous parler de sa manière de travailler, qui va aussi nous présenter son projet d'investissement dans un gîte pour faire un B&B pour accueillir des passionnés de vin qui veulent venir séjourner en Bourgogne, dans un petit village authentique. Il va nous présenter ça. Et on pourra aussi même aborder des aspects sur le business plan, sur le montage financier, sur les aspects juridiques. Hein. Donc c'est vraiment complètement libre. Sentez-vous complètement libre à chaque moment de nous interrompre, de poser des questions. Mais ce qu'on vous propose, c'est peut-être de commencer par présenter un petit peu la manière de travailler d'Arnaud et ensuite passer sur le projet et ensuite enfin les aspects un peu plus, on va dire, financiers et juridiques, quoi, qui sont peut-être les moins savoureux, on va dire, par rapport à la dégustation, mais qui sont quand même importants quand on s'apprête à mettre une somme assez significative dans un investissement. Donc on est là aussi pour ça. Donc c'est un mix ce soir entre dégustation et présentation investisseur. Ça vous va pour tous? Peut-être qu'on peut commencer au niveau de la dégustation. Tu avais une préconisation, Arnaud, tu veux peut-être en parler? Oui, alors pour tous ceux qui ont eu le temps de commander les vins avant et qui ont reçu, entre autres, le Nini Saint-Georges, puisqu'on va parler d'un vin quand même plutôt de garde et plutôt sur les hauts de gamme de la Bourgogne. Si vous voulez l'ouvrir tout de suite, éventuellement même vous en servir un verre et puis le laisser respirer un petit peu. Et voilà, comme ça, quand on arrivera dessus, il aura eu le temps de s'ouvrir un petit peu et d'être peut-être plus accessible, enfin, probablement plus accessible, sur quelque chose qui est... voilà, j'essaie de travailler mes vins pour qu'ils soient de toute façon ouverts, mais ça reste un bébé vin quand même, un 2018 sur des grandes appellations. Donc voilà, ceux qui l'ont, vous pouvez commencer à l'ouvrir et on revient dessus tout à l'heure. Ok, et j'espère que vous avez mis le blanc au frais qu'on va pouvoir déguster. Alors, on peut peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas encore Arnaud Bouet, tu veux peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours avant la création de la maison et depuis la création de la maison Arnaud Bouet? Oui. Alors, donc moi, je suis de formation ingénieur agronome et œnologue. On partage ça en commun avec Maxime. Donc voilà, j'ai très vite fait une grande partie de mes stages et formations en Bourgogne, puisque familialement, j'y suis attaché, même si viticolement, j'avais pas la chance d'être de famille vigneronne. Donc voilà, une fois mes diplômes eus, je me suis promené un petit peu dans le monde entier. J'ai fait la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. J'ai même été à l'étranger puisque je suis allé à Bordeaux. Et donc, je suis revenu, j'allais dire assez naturellement, en Bourgogne il y a une douzaine, treizaine d'années. Et donc, j'ai eu la chance de travailler pour différentes structures, à la fois des petits domaines, à la fois des gros domaines, des grosses maisons de négoce, puisque j'ai travaillé pour le groupe Boisset, donc qui est quand même la troisième plus grosse structure viticole en France. Donc voilà, j'ai fait des expériences un petit peu différentes de négoce, de domaines, de petites structures, de grosses structures, du bio, du pas bio. J'ai travaillé pour le Clos des Lambrais, donc voilà, qui est aussi une relativement belle étiquette en Bourgogne. Et donc, je suis venu à m'installer à Villers-Lafay, où j'ai acheté une maison avec une cuverie. Et cette cuverie, je l'ai louée au départ à Frédéric Mazot, donc, qui était le fondateur de la société au départ, de la SAS, qui s'appelle maintenant Arnaud Bouet, qu'il avait monté avec l'aide de Maxime et de Winefunding sur un financement participatif. Et lui, malheureusement, est tombé malade et n'a pas pu continuer le projet. Et voilà, c'était ma cuverie, c'était à côté de chez moi. Je venais de partir de mon ancien boulot. Et donc, avec l'accord des actionnaires de la SAS, j'ai repris le flambeau. À l'époque, il n'y avait pas énormément. Voilà, Fred avait eu le temps de monter la structure, mais pas forcément de la faire décoller. Donc, on est parti quasiment de zéro en termes de production.
et de commerce et enfin voilà, pour ce qui fait de la vie de l'entreprise. Et donc, j'ai repris en 2018. Et donc, depuis 2018, on est passé de zéro, enfin, quelques centaines de bouteilles à aujourd'hui à peu près 20 000. Donc, ce qui fait une croissance assez rapide. Et au niveau de la place, un peu au forceps, puisqu'on est toujours dans la petite cuverie du départ, donc qui fait une petite cinquantaine de mètres carrés. Alors, je me suis aussi installé dans la cuverie pour pouvoir vous montrer où je travaille et comment je travaille. Donc voilà, on travaille avec des cuves inox. J'ai un petit peu de matériel qui est stocké ici. On a toutes nos bouteilles qui sont aussi stockées voilà, sur plusieurs hauteurs. C'est un peu du Tetris, beaucoup souvent. Et puis, on a voilà, des cuves. On a quelques fûts encore dans la cuverie. Pardon, je donne un peu le mal de mer. Bien que j'ai commencé à installer des fûts à un autre endroit parce que voilà, on n'arrivait plus à tout faire en termes de place. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est assez limité dans le développement par cette cuverie, puisque bah là, on est vraiment, vous le voyez, hein, il y a une partie des bouteilles qui est déjà stockée chez un prestataire à l'extérieur. On paye tous les mois. Et aujourd'hui, ben voilà, au niveau du développement de l'entreprise, ça devient compliqué d'aller plus loin. Ok, ça reste quand même 20 000 bouteilles pour ceux qui n'ont pas forcément de repères. Une entreprise à taille humaine, hein, c'est un petit volume, c'est beaucoup de bouteilles à commercialiser pour une petite structure, mais ça reste une structure à taille humaine où on peut travailler chaque cuvée avec beaucoup d'attention, je pense. C'est ça. Moi, je travaille comme, bien qu'étant donc négociant, je ne travaille qu'avec des achats de raisins, puisque j'essaie de remonter au plus haut de la chaîne. Je travaille avec les vignerons à qui j'achète les raisins toute l'année. Dans les vignes, on choisit tous les process, toutes les modes de culture ensemble. En fait, je travaille comme un chef de culture en fait, d'un gros domaine auprès de tous les vignerons. Et donc, les raisins reviennent à la cuverie ici, à Villers, sont vinifiés par moi, élevés par moi, mis en bouteille par moi, commercialisés par moi. Et donc voilà, on est sur une toute petite structure. Si on devait le convertir en hectares, on est autour de un petit 5 hectares, un gros 4 hectares. Donc voilà, ça reste une petite structure. C'est le but, c'est pas la volonté de devenir une multinationale. Mais aujourd'hui, pour faire les choses correctement, il y a un moment où quand même on atteint un palier de saturation, même à 20 000 bouteilles. Donc ça, ce mode de fonctionnement là qu'on appelle négociant vinificateur, c'est assez courant en fait en Bourgogne et parfois certaines personnes qu'on ne connaît pas bien, on pense qu'un négociant c'est forcément quelqu'un qui achète des vins à droite à gauche un peu trafiqués, qui les mélange pour faire des choses un peu bizarres. C'est pas du tout le cas, hein. C'est fait avec beaucoup de noblesse et de respect des terroirs, avec un suivi, comme l'a expliqué Arnaud, en amont pendant toute la phase de culture de la vigne. Et ensuite, une vinification. C'est pratiquement comme s'il cultivait lui-même ses vignes. Ça permet de sourcer différents terroirs. Et c'est pour ça qu'avec seulement 5 hectares et en quelques années, il a pu construire une gamme assez complète avec plein de références. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est assez courant en Bourgogne d'être négociant vinificateur. Il y a plein de petites structures qui commencent à éclore. Parce que les personnes, les producteurs ne peuvent pas acheter des vignes, ni même avoir accès à la location des vignes. C'est très difficile en fait en Bourgogne. C'est le problème majeur aujourd'hui de la Bourgogne, c'est que depuis que Bernard Arnault et François Pinault ont décidé d'installer leur terrain de jeu en Bourgogne, les prix étaient déjà élevés et le sont encore plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, accéder à la propriété ou même, comme disait Maxime, au fermage ou au métayage, ça devient excessivement compliqué. Et construire une gamme telle qu'elle existe aujourd'hui chez moi, d'une quinzaine de références, qui va des génériques jusqu'aux grands crus blancs et grands crus rouges, s'il fallait acheter la terre ou de trouver une location, je pense que je serais mort avant d'avoir la moitié de cette gamme-là. Donc, c'est ça.
Donc là, c'est pour ça que c'est bien. Peut-être justement, on peut situer un petit peu tout ça. Là, j'ai quelques cartes là. Bon, là, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer où est la Bourgogne, mais bon, ceux qui sont peut-être, on a des gens qui sont à l'étranger, ça peut-être pas exactement entre Paris et Lyon. Voilà. Hop, pardon. La côte ici, au sud de Dijon. Donc, on est entre Nuit-Saint-Georges et Beaune, chez Arnaud. Et voilà ici les différentes. Alors là, on voit mieux. Là, tu peux peut-être commenter cette carte-là. Tu te Alors là, situes on là? a une partie des parcelles dans lesquelles je me fournis en raisin. Tout en haut, on a notre parcelle de Gevrey-Chambertin. Ici, là. Voilà, c'est ça. En dessous, on a la parcelle de Nuit-Saint-Georges qu'on va goûter tout à l'heure. Euh, Au sud, on a donc voilà, les côtes de Nuit-Village. Et le point à gauche, c'est le village de Villers-la-Fay. C'est là où on est basé et c'est là où on a nos hautes côtes de nuit en blanc et en rouge. Voilà. Donc ça, Alors, c'est là où. est-ce qu'on peut poser une question? Je voulais Oui, bien sûr, savoir. Pierre. C'est Ouais, Pierre? ouais, exactement. Moi, je suis sur Lyon. Euh, et pourquoi les producteurs de raisins vendent le raisin et ne le vinifient pas eux-mêmes? Alors, comment ça fonctionne? Ah, bonne question. Oui, c'est une question qui revient souvent. En fait, ça permet en général aux vignerons, eux en vinifient quand même une partie. Et le peu qu'ils vendent, parce qu'en général c'est rarement des grosses quantités, le peu qu'ils vendent leur permettent de faire de la trésorerie immédiate en fait, ou quasi immédiate, alors que des raisins qui sont vinifiés, c'est du stock qui est immobilisé pendant au moins 18 mois, voire plutôt 2 ans. Donc voilà, le fait de vendre un petit peu de raisin comme ça au négoce permet de faire une trésor plus rapide et donc de payer les frais globalement inhérents aux vendanges, à l'élevage et à la préparation voilà, des vins. D'accord, je comprends. Mais comment on peut assurer des achats réguliers? Parce que est-ce que le besoin en cash, il peut varier. Il y a des moments, on a besoin de plus, on a besoin de moins. Donc, pour un éleveur, après, comme vous, si votre fournisseur, votre vigneron, un jour, c'est, je sais pas combien, 200 kilos, l'année suivante, c'est 500, après, ça varie. Comment on arrive à stabiliser euh, Alors, une source, quoi, ouais, de ouais matière première? c'est une très bonne question. En fait, le principe, c'est de l'intérêt commun, en fait. C'est que s'ils veulent avoir un acheteur quand ils en ont besoin, il y a un moment, il faut accepter aussi d'avoir un acheteur quand ils en ont moins besoin. Le négociant n'est pas là uniquement pour absorber soit des surplus de volume, soit des besoins de trésorerie immédiate et puis l'année prochaine, il n'y en a plus. Enfin, en tout cas, on ne travaille pas avec ces gens-là. Moi, je travaille vraiment avec des gens avec qui on a un partenariat à long terme. Et des fois, bah voilà, 2019, par exemple, typiquement, on a une année où on a moins de volume. Globalement, sur les rouges, on est entre moins 30 et moins 40%. Et ben, ils vont en vendre quand même un petit peu. Alors, c'est possible qu'ils en vendent un peu moins. En fait, on va avoir les mêmes aléas que les vignerons. Par contre, on leur assure d'être là le jour où ils en ont besoin et où ils en ont un peu plus, qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir le vendre et que de vendre un peu, ça leur fait quand même de la trésorerie avant. Donc, c'est vraiment une relation à long terme d'échange entre les gens. Et puis après, bah, il y a aussi le facteur humain. Hein. En général, il faut bien s'entendre, il faut qu'on soit d'accord sur les modes de production, sur la façon de faire, sur le fait qu'il y ait eu, entre guillemets, hein, parce que c'est quand même pas aussi violent que ça, mais entre guillemets, une ingérence du négociant comme moi qui cherche à remonter le plus loin possible sur la chaîne de production, une ingérence dans la partie viticulture pour assurer que c'est fait comme moi j'ai envie. Donc voilà, c'est une vraie relation de confiance et de relation humaine entre les deux personnes. Et c'est souvent beaucoup plus fiable sur long terme que n'importe quel contrat qu'on pourrait imaginer ou essayer de faire, ce qui ne se signe pas sur plusieurs années d'ailleurs. C'est vraiment plus dans la relation de confiance. Mais oui, c'est de la relation de confiance. Mais après, j'en ai eu des vignerons qui m'ont proposé des vins, ou des raisins, des mous en l'occurrence. Ça, c'était des mous de blanc. Et quand je suis revenu les voir 15 jours après, ils m'ont dit ah non, bah, c'est bon, il y a quelqu'un d'autre qui est passé, qui a mis 100 € de plus, je les ai vendus.
sans prévenir. Ça existe. Ça existe et puis une fois qu'on sait que ces gens travaillent comme ça, on ne travaille plus avec eux. Et puis, donc voilà, ça se simplifie au cours des années. Donc, alors non, mais en pratique, ça veut dire que vous avez déjà une espèce de garantie pour la prochaine récolte, pour le 21? C'est de l'oral, c'est du je t'ai tapé dans la main. Mais globalement, oui, on passe aussi par des courtiers dont le métier est de faire la relation entre les deux et de s'assurer que voilà, on a des choses. Quand on peut, on signe des choses, des contrats à plusieurs années. Mais aujourd'hui, vu les aléas climatiques qu'on a depuis 6, 7, 8 ans, où on a eu 4 années de grêle, 3 années de sécheresse, les vignerons sont un petit peu sur la réserve pour signer ce genre de contrat, vraiment qui sont beaucoup rigides parce que c'est des contrats signés. Mais l'entente et l'accord oral, en général, reste valable et en général assez fiable. Donc, vous dites, ça fait combien d'années vous vinifiez pour votre compte à vous? Alors, pour mon compte à moi, ça va faire la 3e année. Après, ça fait donc, moi, je suis diplômé depuis 2007. Donc, voilà, j'en suis à ma 14e, 15e vendange, puisque j'ai fait des années multiples en allant en hémisphère sud. Donc, du coup, le millésime 2018, c'est justement le plus ancien que vous avez. Alors, en fait, j'ai officieusement officié pour le 2017, puisque la passation de pouvoir, entre guillemets, n'était pas faite, puisque moi, je suis arrivé dans la société qu'en 2018. Mais dans ce futur-là, imaginé, j'avais participé au 2017, et puis surtout, c'est moi qui en ai fait l'élevage, c'est moi qui ai fait la finalisation des vins, c'est moi qui ai fait la mise en bouteille, donc 2017 est déjà une très grosse patte dans mon style. D'accord. Et ce qui est amusant, c'est que par rapport à la question qui était posée, pourquoi les vignerons, les viticulteurs vendent leurs raisins, tu as expliqué la raison pour laquelle ils le font. Très clairement, il y a aussi une conséquence que je trouve assez amusante, c'est qu'en fait, parfois, le même raisin, qui vient d'une même parcelle, vinifié par 2 personnes différentes, donne évidemment des vins différents. Et notamment, l'un de tes vins qui a été bien reconnu et accueilli par la critique, là, qui a eu un coup de cœur au Guy d'Achette. Celui qu'on goûte ce soir. Celui qu'on goûte ce soir, le rouge qu'on va goûter ce soir. Et le viticulteur qui t'a vendu le raisin, je crois qu'il a été moins bien récompensé, non? Ouais, il est aussi au Guy d'Achette, mais c'est vrai que nous on a été 2 étoiles et coup de cœur, et lui il est 1 étoile sur les mêmes parcelles avec les mêmes raisins. Donc c'est là où on voit aussi que le terroir, c'est bien une parcelle, un climat, une météo, disons, et aussi un homme, et qu'un terroir sans le vinificateur, c'est complètement différent. On va le goûter tout à l'heure, mais peut-être on peut commencer avec le blanc, là, non? Tranquillement. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut. Vous avez, là? Il est frais, Dimitri, votre blanc? Ah oui, oui, oui. Il ne faut pas que ce soit très frais non plus. Hein. Pas trop, non. Ouais. Après, je les préfère toujours trop frais que trop chauds. Parce que c'est vrai qu'il se réchauffe. Ouais. On avait envoyé un petit mail de rappel pour ne pas oublier de le mettre au frais. Après, moi, je suis dans une pièce à 12 degrés, donc les vins sont bien. Oui. Faut dire la même chose. Donc là, on est sur un Bourgogne Haute-Côte de Nuit. Donc, on est vraiment sur le terroir des Hautes-Côtes de Nuit. On est vraiment sur là où on est basé, à Villers. On est vraiment, donc pour ceux qui connaissent un tout petit peu la Bourgogne, mais après, il suffit de lire le nom. On est vraiment sur la partie haute de la bande de vignes. Ouais, la carte d'avant était bien aussi, Maxime. Voilà. Oui, celle-là est bien. Donc, ouais, on est sur tous les petits points verts foncés qui sont à gauche, toutes les taches, en fait. Donc là, on est vraiment sur la partie plateau, au-dessus de la toute petite bande orange qui correspond à la côte principale. Et donc, on a ici un peu plus de polyculture. On a encore des champs, on a encore des forêts. C'est un paysage qui est vraiment sympa parce que justement, on est un peu moins monoculture.
C'est c'est le paysage qui est derrière moi. C'est ça, bah, exactement. Donc voilà, on voit de la Moi, forêt. voilà. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un paysage varié. Et là, j'ai une photo en coupe là pour on peut voir bien comment ça se passe, la côte et les hautes côtes. Voilà, c'est ça exactement. Donc là, vous avez le coteau principal, donc qui est la côte de Nuit ou de Beaune, ou même la côte chalonnaise, qui est sur le même principe, un peu plus au sud. Et vous voyez que sur la coupe, vous avez sur la partie 3 des gros blocs bleu ciel là. Et donc vous êtes vraiment sur les calcaires durs qui sont sur le dessus du plateau. Et c'est vraiment la caractéristique des hautes côtes de Nuit. C'est vraiment ce peu de profondeur de sol. On a des sols qui sont de 30 à 50 cm des fois seulement. Et on est vraiment posé sur des calcaires durs. C'est vraiment, mais c'est pas des cailloux, c'est des dalles de calcaire. C'est là-dedans qu'on extrait les dalles de Conganchien pour faire les maisons. C'est des carrières qui font, des fois, le front de taille, il fait 50, 60, 70 mètres de cailloux durs. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va donner une vraie minéralité, une vraie personnalité au vin. Et ça va se noter à la fois sur les blancs et à la fois sur les rouges. Vous allez voir que sur la bouche, c'est vraiment très, très net. Alors, qui est-ce qui a le vin avec lui là? Il y a Dimitri, il y a d'autres personnes qui ont la chance d'avoir le vin. C'est pas obligatoire, on va pas y passer non plus, parce que tout le monde l'a pas le vin. Hein. Moi, je l'ai. Moi, hier, j'ai goûté le Bourgogne le blanc, qui n'avait pas d'appellation, mais par contre, qui était en bio. Oui. Qui était pas mal du tout. Bon, celui-là, effectivement, est très minéral, mais j'aime bien moi, les vins minéraux. Donc voilà, on va voir au sonnet. Alors là, quand on l'ouvre juste vraiment immédiatement, on a le côté un petit peu toasté de l'élevage qui ressort, bien que j'utilise pas du tout de bois neuf dans aucun de mes vins. On a ce côté un petit peu pierre à fusil qui fait penser un peu au chablisien aussi. Et en fait, on retrouve cette caractéristique pierreuse et très calcaire du terroir. Et après, on retrouve une floralité, un côté fruit assez mûr là sur le 2018. Et par contre, en bouche, on va retrouver une belle fraîcheur. C'est vraiment moi ce qui m'importe sur les vins. C'est que pour moi, les vins de Bourgogne, ils doivent être sur ce côté très, très, très croquant, très gourmand. Pour moi, la surmaturité n'a pas sa place en Bourgogne. On perd vraiment l'intérêt des terroirs bourguignons, je trouve, sur ce genre de vin. Donc, voilà, moi, je suis plutôt quelqu'un qui va chercher l'attention, la finesse, la fraîcheur. C'est vrai que c'est agréable parce qu'on a à la fois un côté un peu voluptueux, assez riche, mais c'est pas lourd non plus comme voilà, c'est ce côté un petit peu gras, mais sans être lourd. Voilà, c'est bien frais et pas du tout entêtant. On a un côté très solaire en fait sur le 2018 qui fait que voilà, c'est des chardonnays, donc on a ce gras du chardonnay qui est typique. Okay. Par contre, la fin de bouche, on va avoir une fin de bouche qui est presque un petit peu crayeuse, un peu tannique presque. On a vraiment un grain sur la bouche qui est vraiment issu là du terroir. Alors je dis souvent c'est le côté caillou. Alors, les gens me disent j'ai jamais mangé de caillou. Bon, certes, mais on a vraiment l'impression de voilà, quand on voit une pierre de calcaire, on voit cette espèce de petit grain, même au toucher, on le sent, et on retrouve cette sensation dans la bouche. Moi, je trouve que ça signe vraiment l'origine de ce vin. Et la vinification, elle est comment là, pardon? Oui, c'était ma question. Vous ne faites pas la maloche, par la structure, je ne trouve pas la Alors, ça dépend. C'est vraiment très aléatoire. Là, sur les 2018, sur les Hautes-Côtes, c'est bloqué à 50% de malo. D'accord. On a laissé faire le début pour que ça s'enclenche, qu'on baisse un petit peu les taux d'acide malique. Mais on l'a bloqué à un moment juste en mettant un petit peu de SO2 pour garder cette petite tension un petit peu fraîche de la fin de bouche. Après, en vinification, c'est très simple. Hein, moi, que ce soit pour les rouges ou pour les blancs, mais j'utilise pas d'intrants à part le SO2.
tout est vinifié avec des levures indigènes. Donc là, les blancs sont pressés, clarifiés. On laisse partir tout de suite le début en cuve, et dès que c'est parti, on met en fût. Et après, voilà, ça fait sa fermentation en fût tranquillement. La fermentation malolactique, quand on la fait, suit derrière, et l'élevage se fait sans soutirage jusqu'à la fin. On essaie d'utiliser le moins de SO2 possible, même si je ne suis pas un anti-SO2, donc j'en mets. Pour ceux qui ont reçu les bouteilles, vous avez pu voir que le taux est écrit derrière sur la contre-étiquette. Comme ça, voilà, il n'y a pas de discussion, on sait ce qui est écrit devant. Celui-ci, ouais. Et je crois que c'est Pierre qui vous faisait remarquer que j'avais des bouteilles qui sont en bio. Voilà, du fait de la multiplicité des apporteurs de raisins, même si j'en ai pas 50, hein, j'en ai 6. J'en ai qui sont bio et j'en ai qui sont pas bio, qui sont en général proches du bio, mais ou quasiment bio, mais pas certifiés. Mais donc, j'ai des apporteurs bio, donc j'ai des vins bio, parce que moi je suis certifié, et j'en ai qui sont pas bio. Voilà. C'est pour ça que vous allez trouver deux gammes, enfin, deux certifications dans ma gamme, des bio et des pas bio. C'est ça, en fait, comme la structure est certifiée bio, dès lors que tu achètes des raisins qui sont eux-mêmes certifiés bio, le vin, au final, sera certifié bio. Mais si tu achètes des raisins qui ne sont pas certifiés bio, tu ne peux pas les appeler bio. Et ça, je ne peux pas transformer. Là, après, on se transforme en négociant tricheur. Et ici, on est négociant vinificateur. Après, voilà, moi, ça ne me change pas beaucoup, parce que de toute façon, mon mode de fabrication, je dirais, est compatible avec le bio. Donc, tous mes vins sont traités de la même façon. Il n'y a pas du bio et du pas bio. On fait la même chose pour tous les vins. Et ils sont tous calés sur les standards de SO2, de la biodynamie même. Donc voilà, je suis en dessous des standards d'émetteurs de la biodynamie en termes de SO2. Et il n'y a aucun ajout, et on essaie de travailler au plus possible justement sur les mises en bouteille en jour fruit, en appliquant les principes de la biodynamie au plus possible. Tu veux en parler peut-être un petit peu du calendrier là? Je ne sais pas si les gens sont au courant savent comment ça fonctionne, la biodynamie. Alors, c'est résumé en 30 secondes. Ouais, parce qu'on ne va pas non plus avancer. Mais oui, on essaye d'appliquer, disons, une méthode qui prend de façon générale les interactions entre la terre et le végétal, entre le vin et la terre, entre le vin et l'atmosphère, je dirais de façon globale, le cosmos. Voilà, on considère que, par exemple, l'attraction de la Lune a un effet sur les marées, on le sait, c'est un effet sur donc sur les grosses masses liquides. Et la théorie de la biodynamie est que ça a aussi une action sur les petits volumes de liquide, y compris donc nos vins. Donc ça peut faire varier la sédimentation, le dépôt des lits, ça peut aller éventuellement les remettre en suspension. Et donc il y a des jours qui sont plus intéressants que d'autres, donc des jours fruits sur lesquels voilà, on va embouteiller, par exemple, pour garder le côté fruit. On a des jours plutôt racines, plutôt en lien avec le terroir, où là on va pouvoir travailler plutôt des vins un peu comme une Saint-Georges, des vins de terroir, et vins qui sortent vraiment qui ont une profondeur d'authenticité de terroir. Donc voilà, c'est un calendrier en fait qui mêle les phases de la Lune, les constellations, les jours, les pressions atmosphériques. Enfin bon, voilà, c'est assez complexe. On n'est pas forcément capable de tout expliquer, donc moi je le prends avec beaucoup de recul de par ma formation scientifique, mais il y a quand même des choses qui, a priori, factuellement, jouent un petit peu. Là, aujourd'hui, on est en jour fleur. Je t'avoue que je n'ai pas regardé aujourd'hui. Le calendrier, je viens de regarder. D'accord. Dans mon bureau. Maxime, d'ailleurs, c'est une question que je voulais poser. Étant donné que vous ne récoltez pas le vin, enfin, vos négociations, une fois ces mises en bouteille, jusqu'à la prochaine récolte, vous faites quoi? Non, je suis désolé pour le poser. Parce que normalement, le travail dans les vignes commence justement à partir de ce moment-là, enfin vers janvier. Mais là, du coup, vous vous occupez comment vos journées? Je fais pas grand-chose. Non, disons que oui, dans un domaine normal, là, les ouvriers viticoles retournent à la vigne pour tailler et pour préparer la saison suivante. Mais par contre, les patrons des domaines, en général, commencent à faire, à partir du mois de novembre, les salons, les ventes, et tout l'hiver se battent avec le commerce pour faire vivre la boîte.
Alors oui, il y a des gens dans les vignes, mais en général, il y a aussi des commerciaux sur les routes. Et comme moi, je suis à la fois le dirigeant, donc l'administratif, la secrétaire, Le stagiaire aussi, parfois? le stagiaire, le maître de chai et le commercial, j'ai toujours de quoi, de quoi m'occuper. C'est vrai, ouais, c'est une question intéressante. Ok, et donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire là sur, le développement de la société, peut-être qu'on peut passer sur le projet, ou est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la partie vinification? Enfin, il y a eu pas mal de questions. Je pense que s'il y a d'autres questions, on peut les prendre et sinon on peut passer au projet. Peut-être avant de faire ça, quand même, tu peux nous parler au niveau commercial. On n'a pas abordé ce sujet parce qu'on parle de la partie, on a parlé de la partie de production, vinification. Et là, justement, là, ce que tu disais, là, ce que tu fais actuellement, normalement des salons. Bon, là, actuellement, il n'y a pas de salon, mais il y a quand même toute la partie commerciale. Et ça peut être intéressant que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que tu as mis en place, dans quel pays. Disons que voilà, la partie commerciale, il a fallu tout créer de zéro. Donc, j'ai créé les étiquettes, j'ai essayé de les faire. Vous avez pu voir les bouteilles un petit peu plus modernes, même si elles restent classiques dans la Bourgogne. Essayer de changer un petit peu des parchemins et des petites feuilles de vigne sur le bord des étiquettes. Et aujourd'hui, on travaille un peu dans toutes les directions, puisque il faut vivre à la fois en France et à l'export. Donc on travaille avec un réseau d'agents pour le CHR, donc la restauration. On travaille avec les cavistes en direct ou via des intermédiaires. Alors voilà, l'année 2020 devait être celle du développement international. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'il y a eu des petits soucis au niveau international cette année, mais voilà, chaque pays étant refermé et confiné sur lui-même, c'est pas simple. Mais on est déjà présent aux États-Unis sur la côte est, prochainement sur la côte ouest, sur la Californie, et peut-être Seattle, on va voir. On vient d'envoyer nos premières palettes sur le Québec, donc le Canada. Et on est présent. C'est via la SAQ au Canada? C'est via des importations privées en fait, mais c'est pas réseau SAQ, mais c'est la SAQ qui importe. Et on travaille aussi avec deux de nos actionnaires de la SAS qui sont anciennement et pour un autre nouvellement importateurs en Suisse et qui ont développé une petite structure chacun pour distribuer des vins. Il se trouve qu'il y en a un des deux de mes actionnaires qui s'appelle Arnaud Bouet. Donc ça, c'est pour le côté un peu rigolo. Donc Arnaud Bouet qui importe des vins Arnaud Bouet. Il y a un paquet de douaniers qui s'arrachent les cheveux à la frontière suisse. Donc voilà, et donc on a des prospections qui sont assez intéressantes sur le Japon, notamment la Scandinavie. Et un très beau projet qui s'est fait cette année, qui a commencé cette année avec un peu de retard. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté tellement ils ont fait un plan de communication efficace. C'est la marque Grain de Sail qui a créé le premier nouveau cargo à voile, donc qui est un bateau cargo qui contient 21 palettes de vin, en fait l'équivalent d'un conteneur, et qui va rallier Morlaix, Saint-Malo en port d'attache, jusqu'à New York, et donc livrer des vins tous bio, New York, en bateau, sans dépenser une seule goutte de gasoil. Donc voilà, un très beau projet qu'on a suivi du départ. Et en fait, pour eux, on a créé une marque directement, une marque de distributeur. J'en ai pas sous la main, mais donc on a créé ils ont créé leur étiquette, ils ont créé leur gamme de vins. Et pour la partie Bourgogne, c'est moi qui en suis le vinificateur et le producteur. Donc voilà, ça c'est un très beau projet et qui va se multiplier. Et eux, ils reviennent après des Caraïbes avec du chocolat et du cacao, puisque c'est leur métier de base. Donc on a réinventé le commerce triangulaire, mais sans la traite des Noirs. Ouais. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est un beau projet, puis c'est en ligne avec les valeurs que tu défends au niveau production, bio et proche de la nature, respectueux de l'environnement.
Donc, c'est vraiment un super projet. Ouais. Et c'est une équipe vraiment super, donc c'est top. Je reviens sur ce que tu disais aussi sur les associés là, de la société qui ont les Wine Funders, hein, qui ont développé aussi le commercial. C'est aussi l'esprit de ce qu'on peut faire là, avec Wine Funding et les producteurs. Souvent, les personnes qui deviennent actionnaires des sociétés participent à la commercialisation, soit modestement, d'une manière un peu informelle avec leur entourage, en recommandant le vin tout simplement. Mais parfois, certains ont effectivement créé des structures d'importation pour en faire un petit peu plus qu'un hobby, quoi. Donc, c'est assez amusant. Il y en a qui boivent beaucoup aussi. Hein. Voilà. Voilà, ok. Donc, je voulais juste aborder ce point commercial parce que c'est important. Produire du vin, c'est déjà pas facile, mais le vendre, je pense que c'est peut-être même encore plus difficile, quoi. Donc, surtout en ce moment, quoi. Oui, voilà. Parce qu'il y a eu quand même plusieurs événements compliqués, quoi. Peut-être tu nous parles de ton projet là, parce que je vois que le temps tourne là, il ne faut pas retenir tout le monde trop longtemps. Ouais. Tu disais que tu n'avais plus beaucoup de place là où tu es. C'est ça. Et donc tu as trouvé dans un village pas très loin qui se trouve à Villars-Fontaine. Oui. Donc on est à 5 minutes de Nuit-Saint-Georges. Hein. Ouais. À 5 minutes de là où tu es actuellement dans ta cuverie. Hein. En fait, juste en bas de la carte, là, on voit Marais-les-Fussets. En fait, Villers-la-Fay est juste à la limite de l'image, en fait. Donc, on est vraiment. Oui, ça, on l'a coupé, pardon. Désolé, on l'a coupé. Ouais, non, mais c'est pas grave. C'est juste là, donc on est quasiment à équidistance. Donc, c'est vraiment 5 minutes, quoi. Donc, très pratique au niveau emplacement. Après, au niveau de la maison, ce qui était intéressant, ce que tu m'avais dit, c'est que tu avais une partie habitation ici. C'est ça. Exactement. Et sur la droite, une partie chef. Technique, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui fait son intérêt, ce groupe immobilier, c'est qu'on a à la fois une cuverie qui est, on a 2 cuveries en fait. On le voit sur le plan là. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, si on prend ce qui s'appelle le premier étage, qui est en fait le rez-de-chaussée de la maison, sur le même niveau, on a un salon de cuisine à la maison avec une chambre, et on a une grande cuverie, une petite cuverie, voilà. Je sais pas, être très innovant sur les noms des pièces, mais qui font déjà quasiment largement 2 fois la surface de la cave actuelle. Et en dessous, donc voilà ce qui s'appelle le rez-de-chaussée, on a 2 grandes caves, enfin 2 caves, une grande et une petite, donc une qui pourrait servir pour les blancs et une qui pourrait servir pour les rouges, et qui permettent, d'après un calcul rapide que j'ai fait, de stocker à peu près 80 pièces, je pense, ou 80 fûts. Donc ce qui est large par rapport à la production actuelle. Voilà, à gauche vous avez la petite cuverie et à droite vous avez la grande cuverie. Donc en fait, ce qui est épatant dans cette maison, c'est qu'elle a été complètement rénovée par les anciens propriétaires qui étaient des Belges venus s'installer faire du vin à Villars-Fontaine, et ils ont vraiment tout rénové. Donc la cave est dans un état. Alors les photos le rendent peut-être pas autant, mais c'est tout neuf, tout a été rejointé. Il y a de la lumière, il y a des jeux d'éclairage, il y a des passages pour les fûts, les allées sont refaites, enfin, tout est drainé. C'est vraiment du très beau boulot qui a été fait. Il y a 2 petits caveaux qui peuvent servir à la dégustation et puis à de la réception pour le B&B, qui sont magnifiques. Hein. Le petit caveau que j'appelle Chapelle à gauche est goûté, il est vraiment très sympa. Et donc tout a été assaini, drainé, rénové. Alors bon, faut changer 1 ou 2 lustres pour remettre au goût de 2020, mais voilà, en gros, c'est les gros travaux qu'il y a à faire là-dedans, c'est changer les lustres. Donc c'est vraiment pour la partie technique un bâtiment qui est, j'allais dire, quasiment exceptionnel vu le prix de vente de l'ensemble. Parce que s'il fallait acheter une cuverie de cette qualité, de cette rénovation toute seule, je pense qu'il y en a pour à peu près le prix que la maison se vend. Mais là, en plus, il y a une habitation de quasiment 95 mètres carrés une fois rénovée. Donc voilà, qui est basée sur les 2 petits caveaux et un futur espace où on pense faire un spa pour le rendre, rendre cette location et cette voilà, une chose de faire. Ça c'est un projet. De premium. Et ce qui donc serait là, marrant, évidemment, c'est un projet, mais l'idée l'idée serait en fait assez identique.
ça serait de faire un espace spa avec une vue, alors probablement pas avec une grande baie vitrée comme ça, mais avec une petite baie vitrée qui donne sur la cave à fût et qui aurait ce même genre de visuel pierre et fût pour les locataires, et donc qui rendrait vraiment un côté premium plus dans cette location et qui ferait vraiment toute la différence. Voilà, donc, si on est au rez-de-chaussée, là, on voit bien là l'espace spa qui va être attenant avec la cave où il y aura tous les fûts de rouge en élevage. Et là, l'idée, c'est de faire une ouverture ici vitrée pour voir tranquillement dans son jacuzzi, de voir les vins en élevage. Alors, on ne va pas leur mettre une paille entre les deux, mais l'idée, c'est pas loin. Donc voilà, l'idée, c'est de faire une habitation relativement premium. On a un relativement grand salon cuisine qui est tout ouvert avec une chambre à côté. Et à l'étage, on a des grands combles où on peut faire une espèce de suite, une espèce de suite parentale. Enfin, voilà. Parce qu'actuellement, autant en haut et à l'extérieur, toute la partie technique et l'extérieur, c'est en très bon état. On a vu, j'ai passé pas mal d'images là à l'extérieur. Ça, c'est la vue depuis depuis la maison. Ouais, depuis la fenêtre de la chambre. Ouais. Depuis la fenêtre de la chambre. Petit village bourguignon des Hautes-Côtes, hein, avec une grande vue bien dégagée, assez sympathique. Et on voit les vignes en face, en fait. C'est ça. On a les coteaux plein sud qui sont en face. Et effectivement, la maison est en bon état. Par contre, à l'intérieur, dans les combles, pour l'instant, ça c'est en 2020. Actuellement, c'est ça. Et l'idée en 2021, c'est que ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est un projet. Ça va pas être exactement ça, mais c'est l'idée, quoi. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, on a 40 mètres carrés de combles. L'idée, c'est de les aménager. Alors forcément, aujourd'hui, ça rend pas grand-chose parce qu'il y a plus d'araignées que de locataires. Mais l'idée, c'est d'en faire quelque chose en sous-pente qui fasse vraiment cosy, qui fasse vraiment un plus aussi en termes d'image et d'attractivité, je veux dire, sur un site internet. Vous voyez une chambre comme ça, vous avez envie d'y aller. C'est lumineux, c'est beau, c'est de l'ancien, c'est de la poutre. Donc l'idée, c'est de faire ce genre de rénovation premium et d'en faire vraiment quelque chose un gîte de 95 mètres carrés pour à minima 5 personnes, plus je pense des enfants. Enfin voilà, faut voir exactement comment on l'aménage, mais il y a moyen de faire. Il y a de toute façon 2 chambres. Et la grande chambre en haut est tellement grande qu'on peut l'aménager pour plus. Donc voilà. Par contre, évidemment, il y a de la rénovation. Ça fait partie du projet. C'est budgété assez précisément. On va le regarder. Ouais. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir à quel point c'est imbriqué et ça va donner vraiment une expérience, je pense, assez authentique pour les gens qui sont passionnés de vin, de venir s'immerger un petit peu proche de la production, tout en étant quand même indépendants. Ils vont pas dormir dans la cuverie, là, ils vont pas faire comme toi, ils vont pas être dans la cuverie, mais ils pourront y passer, ils seront imprégnés. Et c'est ça qui va être, je pense, très sympa, qui va beaucoup plaire aux passionnés de vin, c'est qu'ils seront intégrés complètement dans la production. Toi, tu viendras tous les jours, du coup, vinifier en vinification. Et il y aura un caveau pour déguster. Donc, il y aura une partie aussi dégustation que tu pourras animer, quoi. C'est ça, mais c'est vraiment. Alors, j'ai parlé plusieurs fois avec toi de pôle no touristique. Alors, ça peut faire très pompeux, mais c'est vraiment l'idée, en fait. C'est vraiment de créer un pôle dans lequel tout est lié. Et voilà, les gens. Et l'ensemble marche. Tout marche ensemble, en fait. Les gens sont attirés par le côté viticole, louent le B&B, mais en même temps font la dégustation, peuvent acheter des vins de la SAS. Et en fait, tout s'entretient et s'alimente pour en faire quelque chose de très sympa. Et c'est vraiment, oui, en effet, un pôle de nos tourisme. Et Arnaud, c'est aussi quelque chose qui est assez différenciant dans la région. Il y a pas beaucoup de propriétés qui ont cette partie-là qui proposent. Alors, ça devient, j'allais dire, tout le monde surfe un peu sur la même mode. Hein. On n'a rien inventé non plus. Hein. Donc, il y a des domaines qui se mettent à se diversifier vers ce genre de prestations. Après, l'avantage qu'on a, c'est que les domaines bourguignons, globalement, ils assez bien sans l'apport du tourisme.
on n'est pas dans une région qui souffre trop. Et donc, en fait, ça restera, oui, je pense, assez différenciant parce qu'on va avoir beaucoup de gîtes et de chambres d'hôtes qui vont se promouvoir sur la proximité des vignerons, mais on n'aura jamais autant de proximité que ce qu'on peut avoir là, quoi. Enfin, là, on peut pas être plus Exactement. proche que… Exactement, Donc, quand nous ont fait le benchmark, en fait, il y a beaucoup des biens qui sont proposés sur Airbnb ou sur les plateformes de gîtes qui sont certes, ils ont leurs atouts, ils sont attractifs. Après, je pense que votre structure, le bâtiment est très beau et le village est très beau, mais vous avez cet atout en plus de pouvoir proposer des expériences authentiques. Je n'ai pas vu beaucoup de propriétés qui ont cet angle-là, et je pense que c'est très intéressant. C'est ça, Alors, merci. voilà. C'est Tobias qui avait fait l'étude de marché là, qui vient de parler. Et justement, en compilant un petit peu toutes les offres qui sont proposées dans la région, là c'est le BNB où il se trouve, et il est allé sur Airbnb et Booking, il a mappé un peu toutes les offres, et on ne trouve pas forcément d'offres combinées comme tu proposes, et les prix sont des prix assez parfois ambitieux, hein. On est à 90, 110, 150 euros. Il y en a d'autres qui sont à 50, 60. Donc, au niveau du business plan, vous pourrez le voir dans le détail, hein, parce que tout ça, on ne va pas le passer en revue là, c'est un peu rébarbatif, mais on est parti sur un prix moyen de 71 euros en moyenne. Donc, c'est tout à fait raisonnable par rapport à ce qui s'est vu dans le benchmark. Il y a tout le détail qui est là. Peut-être je vais rapidement dire où les personnes peuvent aller consulter ces informations. Si vous êtes, je passe le site Winefunding. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur le projet BNB que vous reconnaissez là. Vous arrivez sur la page qui présente le projet dans le détail. Et si vous cliquez sur documents, en fait, vous trouverez un document qu'on vient de mettre en ligne. Là, ceux qui regardent le projet depuis quelques jours ne l'ont pas encore vu. C'est un document PDF qui est assez complet, en fait. On a voulu que ce soit assez complet. Et dedans, on a la présentation de la maison, bien sûr, les différentes récompenses que tu as eues, où ça se trouve, la maison dont on vient de parler, le budget détaillé, hein. L'idée, c'est vraiment d'être transparent à quoi ça va servir les fonds levés, c'est 180 000 euros, dont une partie pour acheter la maison, les frais de notaire et tout ça liés à l'opération. Le détail des travaux, hein, il y a un peu plus de 60 000 euros de travaux et un petit peu de trésorerie pour voir venir, tout ça, quoi. Donc ça, vous pouvez le consulter dans ce dossier. Et on a notamment le détail du business plan avec un scénario qu'on appelle cible, qui est celui qu'on espère normalement atteindre, qui est raisonnable, pas trop ambitieux, avec 12 000 euros de chiffre d'affaires annuel en vitesse de croisière. Et on a un scénario un petit peu plus dégradé, qui est le scénario bas. Si jamais ça ne marche pas aussi bien que prévu, on sera plutôt à un peu moins de 8 000 euros de chiffre d'affaires. Et on a le scénario haut, si vraiment ça marche très bien, qui sera une très bonne nouvelle, on frôlera les 16 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, je vous invite à consulter ces documents tranquillement. Là, je ne vais pas passer plus de temps parce que c'est un peu rébarbatif, mais n'hésitez pas à les regarder de près et à poser vos questions si vous avez des questions là-dessus. On a aussi présenté l'opportunité d'investissement. On va y venir peut-être un petit peu après, quoi. Peut-être tu peux nous parler du deuxième vin là, pour qu'on avance un petit peu dans cette dégustation. Alors, c'est un vin que peu ont, je crois, parce que j'en ai pas expédié beaucoup. Donc, on parle du Haute-Côte, donc sur le petit frère du blanc, le rouge. Donc, on va être sur les mêmes terroirs, hein, il n'y a pas de miracle. Là, on est exactement sur les mêmes sols. Donc, toujours cette trame plutôt minérale. Et voilà. sur les vins, pour en parler rapidement, on va être sur quelque chose de… Enfin, on est vraiment sur un fruit éclatant. On est sur une entrée de gamme, hein, puisque c'est on appelle ça un semi-régional, puisque c'est les Hautes-Côtes de Nuits. C'est un petit peu plus resserré que le Grand Bourgogne qu'on peut trouver dans toute la région. Mais par contre, on est vraiment marqué par le fruit. Hein,
ça pète la fraise, la framboise, c'est vraiment explosif. C'est vraiment très sympa. Et par contre, en bouche, on a une vraie typicité. On a encore cette belle matière. Pour un entrée de gamme, on a quand même voilà, du vin. On a une matière, on a de la structure. On n'est pas, voilà, c'est pas très puissant. On a des couleurs qui sont assez jolies pour des pinots noirs, hein, puisque le pinot noir n'est pas forcément un cépage très coloré. C'est lié aussi au millésime peut-être 2018, le côté un petit peu plus solaire, un peu plus de couleurs. Oui, tout à fait. Oui, on avait des jolies extractions parce que les raisins étaient bien mûrs, donc la couleur est bien sortie en vinification. Et ce qui est vraiment, je trouve, très intéressant sur ce rouge, c'est ce côté sapide. C'est vraiment, on l'a bu, on a envie de se resservir, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très gourmand. Et vous avez ce même grain. Alors évidemment, là, on a la structure tannique des rouges, hein, donc on a les tanins. Mais ce qui reste à la fin, c'est vraiment cette structure granuleuse qui fait saliver en plus et qui est vraiment issue du terroir. Là, c'est vraiment l'expression du caillou, du calcaire, des Hautes-Côtes. Et je trouve que ça fait vraiment... Enfin, moi, c'est un de mes préférés. C'est pas forcément les plus ronflants. Mais en 2018, les Hautes-Côtes, c'est vraiment quelque chose de très sympa, très gourmand. J'adore ce vin. C'est vrai que c'est gourmand parce qu'il est éclatant. Je sais pas qui le goûte. Dimitri, vous le goûtez ou... Oui, je goûte. Ouais. C'est vrai qu'il est assez... Enfin, sur la couleur, on ne s'attendait pas à voir ça pour Bourgogne. Et il y a de la matière, il y a de la chaleur. Clairement, c'est l'expression de fruits qui note tout de suite. Un tout petit peu court, mais enfin, après, comme vous dites, peut-être que c'est un trait de gamme. Mais à l'aveugle, j'aurais hésité de dire que c'est du Bourgogne. Ah oui, d'accord. Vous l'auriez mis où? Je suis plutôt... je serais descendu vers les Côtes-du-Rhône un tout petit peu. Mais c'est pas typique. Oh, peut-être c'est moi qui ai pris l'habitude de goûter à Bourgogne un peu plus peut-être c'est la question aussi de l'âge. C'est effectivement 2018, ça reste assez jeune. Oui, c'est un bébé encore. Hein. Voilà. Bon, après, c'est des vins qui peuvent se goûter jeunes puisqu'on n'est pas sur des puissances monstrueuses. Mais clairement, y compris sur la longueur en bouche, en lui laissant un petit peu le temps, ça a été mis en bouteille 2018, ça a été mis en bouteille au mois d'avril, mai. Donc voilà, c'est quelque chose qui a à peine 6 mois de bouteille. Aussi, c'est ça, 6 mois de bouteille. Et c'est encore, voilà, c'est encore très jeune. Donc, oui, mais c'est pas non plus c'est pas un vin qui a un profil exubérant pour. C'est un vin qui se boit, comme tu dis, ça fait saliver. On a envie d'en reboire. C'est un vin de soif en fait. C'est pas un vin qui se veut être hyper riche et opulent et complexe, quoi, hein. C'est ça que je trouve très agréable, c'est qu'il est explosif en fruits. Il y a aussi des épices, des notes d'épices, de poivre blanc, je trouve assez sympa qui relèvent. Et on a toujours une belle fraîcheur, malgré ce côté assez extrait pour un Haute-Côte de nuit. Hein. C'est un peu plus extrait pour peut-être le millésime. Mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on a cette fraîcheur qui vient du calcaire, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu court, hein, mais ça n'a pas volonté. Vous avez raison, hein, Dimitri, c'est pas un vin qui il a une grande longueur, il a une grande puissance, mais c'est justement un vin qui est fait pour être bu comme ça au quotidien, en fait. Non, mais ce qui est clair avec le 2018 et cette expression assez chaleureux, il a la maîtrise de tanin qui est super bien. Clairement, c'est pas un vin astrogène. Il est très agréable, il est très gourmand, ce qui est bravo. La trame tannique est agréable. Ouais. C'est une belle expression du style que j'essaye d'imprimer à mes vins. Cette volonté d'avoir des vins qui, comme on dit, qui ont du vin quand même, où il y a de la matière, pas faire des choses trop fluettes ou justement diluées, mais en gardant ce côté très buvabilité, accessibilité, et justement pour que les gens puissent en profiter sans se prendre trop la tête et surtout envie de se resservir. En fait, pour moi, c'est vraiment
le mot-clé, c'est vraiment, il faut que… Voilà, moi, il y a plein de Bourgogne, surtout en 2018-2019, j'en goûte quand même énormément. Et il y a quand même beaucoup de vins où, au bout du premier verre, on n'a plus faim, quoi. Enfin, c'est écœurant, c'est lourd, et c'est vraiment pas l'essence du Bourgogne pour moi. Donc, même sur des millésimes chauds, je m'attache à essayer de conserver avec la date de vendange, les vinifications, la vendange entière, conserver cette trame fraîche du pinot noir. Ouais. Et aussi en termes de température de service, je sais pas ce que tu peux conseiller un peu à tout le monde là-dessus. Moi, j'aime bien les avoir un tout petit peu frais, pas au frigo. Là, moi, je l'ai sorti d'une cave de réfrigérée, hein, donc il est sorti à 18, 19 là. Et je trouve que ça lui va bien, moi, en fait. Moi, j'ai tendance à goûter les vins plutôt frais, mais après, c'est… Parce qu'après, ça se réchauffe dans le verre, de toute façon. On peut le réchauffer si c'est trop froid. C'est toujours plus facile de le garder 2 minutes dans la main et de le réchauffer que de le goûter trop chaud. Et particulièrement les pinots noirs, ça n'aime pas le… Je trouve que ça fane un peu l'aromatique des pinots. C'est vrai. Ouais. Non, mais ça, je trouve ça très réussi. Et tu vas passer quand sur le millésime 2019 là Là, on a un petit peu on avait augmenté les volumes en 2018, donc on a un petit peu de vin à vendre avant. Donc, pour l'année prochaine. Dès que tu m'as commandé une palette, on va pouvoir passer à 2019. Quoi, mais… Il faudra que je consomme. Ouais. Ok. Non, mais c'est chouette. Et le 2019 est déjà en bouteille ou il est encore en fût? Non, 2019 est encore en élevage. Ouais. D'accord. Ok. Et au niveau millésime, là, le nouveau, qu'est-ce que tu peux nous dire du millésime 2020 là, qui vient de se terminer là? C'est un millésime qui ressemble beaucoup au 2019, puis au 2018 aussi. Hein, c'est des millésimes chauds, caniculaires. Alors, on a eu un tout petit peu plus d'eau en 2020 sur la fin de maturité, ce qui a sauvé un petit peu le rendement. Ouais, alors ça a limité la catastrophe, on va dire. Mais surtout, aromatiquement, au terme de maturation, ça a permis de débloquer les raisins et de les laisser finir leur maturité phénolique et donc tannique naturellement, parce que ça fait 2 millésimes qu'on ramasse des choses qui font 14, 14,5, 15 degrés, même en Bourgogne, un truc qu'on n'a jamais vu. Enfin, les anciens, ils en sont malades. Et par contre, c'est pas mûr au niveau des tanins parce que justement, les raisins sont bloqués par la sécheresse. Et en fait, on fait des choses qui sont pas agréables parce que cette maturité sucre, elle est obtenue par concentration, elle correspond pas à une vraie maturité de la plante et on fait des vins qui sont des choses qui sont assez déséquilibrées. Donc, on est passé un tout petit peu à côté de ce biais-là en 2020, bien qu'il y en aura quand même. Voilà, c'était 3 millésimes de vignerons. On dit toujours que les millésimes de vignerons sont des millésimes humides. Là, en ce moment, c'est des millésimes qui sont très chauds, mais ça reste des millésimes de techniciens quand même, parce que il y a plein de paramètres à gérer et sortir des grandes bouteilles dans ces années-là, c'est pas aussi facile que ça à l'envers, quoi. Je vois aussi là, pour revenir sur la partie vinification en rouge dont on n'a pas parlé tellement, on voit là comment tu travailles avec ça là, parce que tu peux expliquer la neige carbonique. Oui, on peut le faire rapidement, mais j'utilise, j'essaie de protéger mes raisins au plus possible de l'oxydation et des défauts qu'ils pourraient avoir. Et donc, en fait, j'essaye de les protéger de l'oxygène avec de la neige carbonique. Et puis, on travaille vraiment très simplement à l'ancienne en faisant des pigeages, donc triturer les raisins pour les enfoncer dans le jus. On fait ça au pied parce que c'est beaucoup plus doux qu'une machine et surtout, ça permet de sentir sa cuve, ça permet de sentir à la fois la température, comment ça réagit. Et il faut juste éviter de tomber dedans parce que sinon on ne ressort pas, mais sinon c'est une jolie façon de travailler. Non, c'est vrai que c'est chouette, quoi. Ok, super. Mais super. Une seconde, je branche mon ordi. Je vais peut-être aborder un sujet quand même qui va intéresser quelques personnes, peut-être pour récapituler au niveau de l'investissement. On parle de ce qui est offert là sur le site internet de Winefunding. Vous voyez mon écran toujours là? Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Non, pas encore.
Ah, vous voyez pas mon écran là? Non. Où est-ce que je suis? Pardon, je croyais que j'étais là. Ah, vous n'avez pas vu les photos que j'ai passées là avec où on voyait tes mollets là Ah, zut, vous avez raté mes mollets. Bah alors. Ah, pardon, excusez-moi. Quand il parlait de la vinification avec la neige carbonique, vous le voyez pas ça? Si, c'est bon. Non, C'est bon. Vous l'aviez vu ça? Non, non. là, on l'avait pas vu, mais maintenant, on le voit. Voilà. Pardon. Ah, excusez-moi, ça partageait pas l'écran. J'ai fait une fausse manip. Je suis désolé. Donc ça, c'était la neige carbonique dont tu parlais. Et je voulais illustrer ton propos en le passant. Et ça, effectivement, c'était le pigeage avec les pieds dont tu as parlé, quoi. Voilà, je voulais vous en parler. Juste pour revenir sur la partie, on va dire, un peu moins savoureuse, mais quand même importante, sur l'investissement. Ce qu'on vous propose là en ce moment, c'est d'investir dans la SAS qu'on appelle BNB Haute-Côte de Nuit. Donc, c'est la SAS BNB, plus court, qui va acquérir la maison qu'on vous a présentée. Et elle va être détenue avec une action par la SAS Arnaud Boué, qui est la société d'Arnaud Boué. Et la grande majorité du capital va être détenue par les wine funders. Ça, c'est en 2020, actuellement, au moment de la création. Donc, les apports en capital de toutes ces personnes-là, 360 actions à 500 euros, ça fait 180 000 euros, hein, c'est le budget dont on a parlé. Ça va permettre à la SAS BNB d'acheter la maison et de financer les travaux de rénovation, c'est-à-dire le fameux budget de 180 000 euros. Voilà. Et ça va se durer pendant toute la période qu'on a indiquée. Et en 2026, la SAS Arnaud Boué va pouvoir racheter les actions de tous les wine funders qui le veulent. Hein, après, ils pourront rester s'ils le souhaitent. Mais a priori, l'objectif, c'est que chacun puisse récupérer son argent avec une perspective de plus-value. Et c'est un horizon de temps relativement court. 2026, ça permet à la SAS Arnaud Boué, aujourd'hui, elle n'a pas les moyens d'acheter ce bâtiment, sinon elle l'aurait fait. Elle ne serait pas venue nous voir. Et si ta banquière si tu avais été plus gentil avec la banquière, elle t'aurait peut-être prêté de l'argent. Mais en fait, j'y arrive plus. Non, mais les banques sont très très frileuses en ce moment, c'est ça. Et une société jeune comme ça, ils ont du mal à lui prêter l'argent. Donc c'est pour ça qu'on fait un apport en capital avec plein de wine funders qui vont faire cet apport. Ils vont détenir en quasi-totalité. Hein. Il y aura juste une action pour la SAS Arnaud Boué. Ça permet en fait le fait d'avoir cette action au niveau de la SAS Arnaud Boué, ça lui permet de faire partie du pacte d'associés et donc d'être prioritaire pour acheter les titres. Donc, ça permet d'assurer à tous les investisseurs que leurs titres vont être rachetés par une société. Et ça, en fait, ça se met, vous verrez dans le document qu'on a préparé, on a un pacte d'associés qui prévoit la sortie en 2026. C'est une promesse d'achat que vous fait la société Arnaud Boué. Et si jamais il ne tient pas sa promesse, les clauses du pacte permettent, en fait, si les associés veulent récupérer leur argent, c'est ce qu'on a écrit ici, de forcer la vente. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer l'argent, on va dire on vend la totalité du bien immobilier, enfin de la société même, pour pouvoir récupérer l'argent. C'est difficile de vendre des parts minoritaires, donc on dit on vend tout. Et tant pis, s'il n'a pas pu, il devait avoir un accident de parcours aussi, ou s'il commence à pas vouloir racheter, on a quelque part une menace de dire si jamais tu ne nous rachètes pas, on vend tout et tu te retrouves sans maison. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place au niveau du pacte d'actionnaires. C'est sécurisant pour les investisseurs. Ça veut dire que la SAS Arnaud Boué s'engage à vous racheter vos actions. Si jamais elle ne le fait pas et qu'on ne trouve personne pour acheter la maison, ce qui est peu probable parce qu'elle a été achetée à bon prix, parce qu'elle a un prix compétitif, c'est ce qu'on met ici. Si jamais ça se passe vraiment pas bien, les statuts, en fait, prévoient, on a une société qu'on appelle auto-liquidative. C'est-à-dire, alors c'est un mot un peu barbare, mais c'est tout simplement pour dire qu'elle a une durée de vie de 8 ans. C'est-à-dire qu'au bout des 6 ans, si vous n'avez pas racheté et que pendant 2 ans, on n'a pas trouvé de solution, la société va être liquidée dans 8 ans et à ce moment-là, le bien sera cédé et chacun pourra récupérer son argent. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de sécuriser au maximum l'investissement. Ça reste un investissement un petit peu à risque parce qu'on a vu le business plan, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va y avoir du monde, etc. On verra. Mais on a essayé de le sécuriser le plus possible. Donc, tout ça, c'est présenté dans le document dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est disponible sur le site. Voilà, je ne vais pas m'apesantir trop là-dessus. Peut-être juste une simulation
pour quelqu'un qui aurait investi 10 000 euros. Vous verrez ce tableau là sur le site aussi. On a d'une part les 10 000 euros investis en 2020 qui vont être, dans le cas du scénario cible, rachetés fin 2025 là, à 10 500 euros. Ça fait 500 euros de plus-value sur les actions. C'est la première plus-value. Dans le cas du scénario cible, on a défini qu'il y avait 5% de plus-value. L'autre avantage, le deuxième, c'est l'avantage fiscal. Et là, c'est assez significatif parce qu'on a 25% du montant investi pour les résidents fiscaux français qui est déduit de l'impôt sur le revenu. Donc, quelqu'un qui a mis 10 000 euros en 2020, il va avoir sur son impôt sur le revenu de 2020 qu'il doit payer en 2021, il va avoir 2 500 euros d'impôt à payer en moins. Donc là, c'est quand même aussi super intéressant. C'est un autre avantage. Et le troisième avantage qui est complètement optionnel, ça, chacun le fait ou pas, c'est que vous pouvez acheter du vin. Et donc, si vous achetez du vin à hauteur de, si vous payez 500 euros, vous allez recevoir 150 euros de vin tous les ans pendant 5 ans, ce qui représente une valeur totale de 750 euros. En fait, vous avez un discount, une réduction sur le prix assez importante qui vous permet d'avoir, du coup, au lieu de mettre, quand vous mettez 500 euros, de toucher 750 euros de vin. Ça fait 250 euros. Donc, au total, en avantage, on a les 500 euros de plus-value, les 2500 euros d'avantage fiscal, ça fait 3000 euros, et les 250 euros de remise sur les vins, ça fait 3250 euros d'avantage. Voilà. Il y a une formule financière, pour ceux que ça intéresse, qui connaissent, ils sauront, c'est le taux de rendement interne, qui fait qu'on est sur un rendement interne de pratiquement 7% par an dans cette simulation. Vous avez un fichier Excel où vous pouvez faire votre propre simulation, vous pouvez mettre le montant que vous voulez en investissement, le montant que vous voulez en avantage en vin, et ça vous calculera tout ça, c'est sur le site internet. Je vous laisse le faire. Et je vous propose de passer à la partie peut-être la plus savoureuse de cette soirée, c'est la dégustation du Nuit Saint-Georges quand même. Oui, vous m'entendez toujours ou pas? Non. Si, moi je t'entends. Vous nous entendez tout ça? Ou j'ai endormi tout le monde peut-être avec la partie… C'est ça en fait. Je vous ai endormi avec la partie financière. Il y avait des questions sur la partie financière, tout ça? Une petite question. Arnaud, vous multipliez par combien là, votre capacité de stockage avec cet achat? C'est une bonne question, parce que… Vous m'entendez là ou pas? Ouais. Oui. Oui, parce que ça ne se met plus en jaune, c'est pour ça. C'est une bonne question, parce qu'en fait, le bâtiment, il est même un peu, entre guillemets, extensible, parce que ce qui fait son intérêt aussi, c'est que il y a un autre bâtiment en face qui appartient à un viticulteur que je connais et qui est susceptible d'être loué aussi pour faire du stockage. Donc en fait, je ne vais pas dire que c'est infini, mais c'est multiplié par… déjà, en termes de surface, on va passer de 50 mètres carrés à… j'ai plus les métrages en tête, mais on va passer de 50 à 250, 300 mètres carrés. D'accord. Donc, donc voilà, rien qu'ici. Et ensuite, tu as encore une possibilité d'extension chez le voisin en face. Mais ici, sur ces deux niveaux-là, tu auras 250 mètres carrés et ça va quand même être beaucoup plus confortable pour travailler qu'actuellement. C'est ça, parce qu'on a sur le troisième étage aussi, on peut faire toute une série de bureaux qu'on peut faire, un bureau, salle de réception qu'on peut faire au-dessus de la cuverie. Donc, il y a… Ici, là, ouais. Voilà, sur le deuxième étage à droite, là. Voilà, c'est… je vais dire, comme ça, en surface, c'est au moins multiplié par 4. Mais c'est encore extensible en traversant la rue. D'accord. Et que je comprenne, la SAS BNB, elle est propriétaire de l'ensemble ou que de partie marron là? Alors, la SAS BNB, elle est propriétaire de la partie en marron, ici. Et la SAS Arnaud Boué, de son côté, elle va acheter la partie technique, on va dire. Toute la partie les chais de vinification et d'élevage. En fait, on a été obligé de scinder en deux la propriété pour des raisons d'éligibilité fiscale. C'est pas très drôle d'en parler, mais c'est très important et c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Effectivement, c'est un bien qui est acheté en totalité, mais une partie va être achetée par le BNB
Et ça, c'est une société qui est considérée comme hôtelière et qui porte du coup un risque d'exploitation. Et donc, elle est éligible à toutes les réductions fiscales. Et donc, c'est pour ça qu'on a une réduction fiscale de 25% sur l'impôt sur le revenu. C'est aussi éligible pour les personnes qui investissent avec leur holding après avoir cédé leur entreprise de réinvestissement. Donc, ça offre beaucoup d'avantages fiscaux. Le fait d'avoir un loyer fixe par une société de négoce sur une partie de la maison rendait inéligible l'ensemble de l'opération. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de scinder en deux. Et on a bien scindé avec les deux couleurs différentes. La partie habitation et spa et tout ça va être achetée par le BNB. Et elle a une vraie activité de résidence hôtelière avec service, donc éligible. Et la partie technique de vinification et d'élevage va être achetée par la SAS Arnaud Bouet. L'investissement dont on a parlé dans la société là, que j'avais tout à l'heure, ce petit schéma-là, voilà, la SAS BNB va être propriétaire de la partie hébergement et la SAS Arnaud Bouet va de son côté acheter la partie technique de vinification. Ça répond à votre question, Dimitri? Ah oui, parfaitement. Enfin, j'anticipe les problématiques de revente si jamais il y a un problème parce que il y a quand même deux sociétés logées sous le même toit. Mais bon, je comprends. Oui, c'était un choix qu'il fallait faire. Il y a pas mal de personnes qui étaient intéressées par la partie avantage fiscal, qui est quand même significative, on l'a vu. Pour quelqu'un qui met 10 000 euros, il a 2 500 euros d'impôt. Donc, c'est un choix qui a été fait, c'est de scinder en deux ces deux propriétés. Et il est possible d'ailleurs, il y a quelques personnes qui vont investir dans la SAS Arnaud Bouet en direct pour pouvoir acheter la partie technique. Si ça intéresse des personnes, vous nous contactez. Vous pouvez mettre très bien, si vous voulez répartir votre risque, entre guillemets, vous pouvez mettre un ticket dans la SAS BNB et un autre ticket dans la SAS Arnaud Bouet. Comme ça, vous êtes un petit peu dans les deux. C'est aussi possible, ça. Okay. Voilà. En ligne, on a proposé, pour faire simple, uniquement la SAS BNB. Mais on a quelques personnes qui vont acheter. Là, on en a pour 70 000 euros de mémoire. Ouais, c'est ça, 70 000 euros. Pour la SAS Arnaud Bouet, c'est 70 000 euros. Donc, on a quelques personnes qui vont mettre des tickets un petit peu plus significatifs, 20 000, 30 000 euros chacun. Alors que là, avec la SAS BNB, on peut commencer à partir de 5 000 euros. Voilà. Mais rien n'empêche effectivement de mettre des deux côtés, quoi. Maxime, Eric ici, bonjour à tous. J'ai une question justement ensuite de la question de Dimitri. Donc, s'il y a un problème et qu'on doit revendre l'ensemble, le fait qu'on ait finalement qu'on ne revende qu'une partie du bâtiment, ça risque de causer une décote par rapport à la valeur pour trouver un acheteur. Ou est-ce qu'il y a une clause pour que ce soit l'ensemble du bâtiment qui soit ouais, c'est très très bonne question. Merci beaucoup pour ces questions très pertinentes. Effectivement, le pacte d'associés, le fait qu'on ait mis la SAS Arnaud Bouet dans le pacte d'associés, elle s'engage également à céder la partie technique. Voilà. Donc en fait, la SAS BNB, si jamais la SAS Arnaud Bouet n'achète pas les parts comme prévu, les actionnaires de la SAS BNB pourront exiger, s'ils trouvent un tiers pour acheter les titres, ils pourront exiger que tout le monde vende ses titres, y compris la SAS Arnaud Bouet, et elle devra aussi céder pour restaurer l'intégrité de la société, quoi. Donc c'est quand même quelque chose c'est une mesure assez coercitive qui est mise en place. Et on souhaite tous qu'une chose, c'est qu'on n'y arrive pas, qu'elle soit inutile. En fait, on l'a mise en place pour qu'elle ne soit jamais utilisée. Mais c'est important de la mettre pour protéger les investisseurs. On doit, les personnes qui rentrent là-dedans, même s'ils ont des petits tickets entre guillemets, c'est quand même quelques milliers d'euros. Il faut qu'on puisse les assurer. Ça, c'est notre job à nous, OneFunding, de s'assurer que chacun va récupérer sa mise. Donc, c'est vrai que c'est important. C'est assez violent comme mesure. C'est-à-dire que potentiellement, s'il ne tient pas sa promesse, il perd tout, à la fois le BNB et la partie exploitation. Mais c'est quelque part pour éviter voilà, ça va le motiver pour faire en sorte que tout se passe comme prévu. Voilà.
Moi, j'avais pas besoin de ça. Hein. Je suis motivé. Mais... En tout cas, ça permet de sécuriser la sortie pour tout le monde. Et en rentrant là-dedans, il y a toujours un risque parce qu'on est sur des PME, mais qui est relativement faible parce que on est sur un bien immobilier qui est acheté correctement, parce que le pacte est bien structuré et parce que les statuts prévoient une durée de vie de 8 ans. Donc, ça veut dire que si jamais ça ne se passe pas comme prévu, on peut décider de liquider la société et de vendre le bien, quoi. Donc, ça va être assez violent si ça se passe, mais on espère que ça ne va pas se passer. Et, voilà, la première des sécurités, c'est aussi que c'est un bâtiment qui est en parfait état pour l'âge qu'il a, pour un bâtiment de 1800, je ne sais plus combien, et que globalement, vu la rénovation qu'on y prévoit, est acheté pas cher, enfin pas cher. C'est une somme, hein, on est d'accord, c'est bien pour ça que je fais appel à vous, parce que cette somme-là, je ne l'ai pas trouvée bancairement, mais globalement, c'était la question de comment répartir les sommes en termes de benchmark local du prix d'une cuverie et du prix d'une maison. Aujourd'hui, si vous achetez une maison de 95 mètres carrés, même si elle est à rénover, il y a des chances que ça vous coûte entre 130 et 160 000 euros. Et si vous achetez une cuverie dans l'état qu'elle est, avec la cave voûtée et tout, il y a des chances pour que ça vous coûte entre 100 et 150 000 euros. Donc l'ensemble aujourd'hui est intéressant pour ça, parce que ça permet de faire un pôle no touristique, parce que c'est attirant pour la société, mais aussi parce qu'on est sur un prix qui est somme toute raisonnable et il descend, enfin, même si l'immobilier venait à descendre encore plus bas que ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des prix de vente qui sont dans la région qui sont plutôt intéressants, couplés voilà, au prix d'emprunt qui était quand même bas les derniers temps. C'est difficile que ça puisse descendre plus bas. Donc, le bâtiment ne va prendre que de la valeur avec la rénovation qu'on va y faire. Et du coup, voilà, c'est aussi ça la première sécurité de l'investissement. c'est vrai. On goûte le Nuit-Saint-Georges? Ouais, bah, il y avait d'autres questions là sur la partie financière, juridique. Vous pouvez nous les... Le projet de pacte, il est disponible sur le site, j'imagine. Oui, oui, oui. Alors, il y a un extrait du pacte quand vous allez... je vais repartager l'écran, comme ça vous verrez bien. Je vais vous guider un petit peu. En fait, vous avez dans le... Là, vous voyez mon écran. Hein. Vous avez... vous cliquez sur Documents. Et dans Documents, vous avez le document PDF qu'on vous a présenté. Vous avez les documents d'information réglementaire au format AMF, dans lequel il y a un extrait du pacte. Et ici, vous avez les simulations en fonction du montant que vous investissez et du montant de vin que vous achetez. Vous avez le business plan dont on a parlé. Et pourquoi extrait? Pourquoi pas le pacte dans sa totalité? Parce qu'on a mis les clauses les plus importantes. On peut vous transmettre le pacte complet. Il n'y a aucun problème. C'était pour être plus léger parce qu'il y a déjà 30 pages, je crois, dans ce document. C'était pour être plus léger. On a mis les plus importantes. Mais on peut tout à fait, bien sûr, vous transmettre. Parce qu'en fait, quand vous allez signer votre bulletin de souscription, vous donnez le pouvoir à Arnaud pour signer le pacte en votre nom. Donc, c'est complètement normal que vous ayez accès à l'intégralité du pacte avant de le signer. On est d'accord? Ça, c'est très clair. Et il n'y a aucun problème. Voilà, on a fait ça plus léger comme ça, mais si vous le voulez, on vous le transmet, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Ok, on vous le transmettra, vous le voulez, Dimitri? Ah bah je veux bien, hein. Moi j'aime bien lire les documents de 30 pages. Non, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est complètement normal quand vous allez, si vous investissez un montant conséquent, il n'y a aucun problème. Enfin, même si vous investissez tout court, hein, c'est normal d'avoir accès à ça. Et on a une obligation de transparence, donc il n'y a aucun problème. On n'a rien à cacher là-dessus, quoi. Merci. Ok. Il y avait d'autres. Merci pour vos questions. Hein. C'est super intéressant. C'est des questions très pertinentes qu'on s'est posées aussi. Et on a essayé d'apporter des réponses les plus rassurantes possibles. Voilà. Mais si vous avez d'autres idées aussi auxquelles on n'a pas pensé, ça peut être intéressant. Ah, je suis désolé parce que du coup, je viens de voir les discussions. Il y a eu des questions sur la discussion et je n'ai pas pu y répondre. Il y a Eric qui demandait s'il y avait une option sur la maison. Donc, pour répondre à la question, oui, le compromis est signé à mon nom avec une clause de... j'ai perdu le terme. De substitution.
voilà, c'est ça, de substitution pour une société ou un particulier. Donc, voilà, le seul problème aujourd'hui, c'est un peu le temps, parce que il faut que la société existe pour que vous puissiez bénéficier de l'avantage fiscal au plus tôt. Et moi, ça fait déjà 2 fois qu'on repousse la signature du compromis, enfin, voilà, de la vente avec les propriétaires, faute de financement. Et donc, du coup, je leur ai demandé un délai, le temps de monter le projet avec Maxime. Donc, on essaie de faire au plus vite, mais le temps court. Et donc, c'est pour ça qu'on avait mis une fin de projet théorique au 15 décembre. Parce qu'après, il faut qu'on arrive à créer la société, signer les papiers. Et, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais la propriétaire actuelle est très intéressée parce que voilà, eux, ils l'avaient acheté voilà, pour faire du vin. C'était vraiment le projet de son mari et il l'avait rénové pour ça. Et elle est très contente que ça puisse être un vigneron, enfin en tout cas un négociant, qui revienne dans ces murs-là. Et donc voilà, ça l'a fait patienter un petit peu, mais ça ne la fera pas patienter non plus voilà, très longtemps non plus. Non, mais là, en fait, comme il y a un avantage aussi à souscrire avant la fin de l'année, voilà, il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Il y en a quelques-uns qui voulaient attendre de déguster les vins et d'échanger avec toi ce soir. Donc, moi, j'ai pas trop d'inquiétude là pour qu'on boucle ça, même pas du tout, d'ici la fin de l'année, quoi. Du coup, Donc, il y a Pierre qui est parti sans avoir goûté le Nuit Saint-Georges. Ah, J'ai alors, qu'est-ce qu'on en pense de Nuit Saint-Georges? Je pense qu'on a bien fait de l'aérer. Ouais. C'était une très bonne idée. N'est-ce pas? Et là, on est aussi sur Médine 2018. Vous l'avez, Dimitri, le Nuit Saint-Georges? Je crois j'ai dû l'expédier à d'autres aussi, hein, je crois. Il y a Laurent qui est là aussi. Tu as le Nuit Saint-Georges avec toi, Laurent? Il est peut-être parti. Il y a Eric. Oui, absolument. Je l'ai dégusté, il est ouvert, il est magnifique. Je dois vous laisser, je suis désolé. Et je vous souhaite merci en tout cas, c'était passionnant. Donc tu as bien aimé le Nuit Saint-Georges. J'adore. On communique. Oui, parce que c'est vrai qu'il est. Après, pour faire un tout petit commentaire, on met le nez dessus, on sent déjà qu'on est dans un autre univers que le Haute-Côte. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus expressif, de beaucoup plus complexe aussi. C'est ce qui fait les grands terroirs aussi. Hein. C'est pas forcément la puissance de l'aromatique, c'est plus sa complexité et sa finesse. Ici, on a aussi du fruit, mais on a moins le côté explosif du fruit. Par contre, on a vraiment ce côté épice. On a un petit peu moi je trouve, de curry, on a un petit peu de poivre blanc, on a vraiment une richesse au niveau des épices qui est impressionnante. On a un tout petit peu d'élevage, mais très peu, parce que, encore une fois, je n'utilise pas de bois neuf du tout. Du coup, ça fait vraiment quelque chose de très complexe, de très élégant aussi. On n'a pas d'arôme qui écrase le reste. C'est vraiment tout est... c'est vraiment des petites touches de plein de choses, et c'est ça qui fait son charme. C'est qu'on a des notes de cuir aussi et des feuilles de tabac. C'est vraiment joli. Hein. Il y a différents, et le vin raconte différentes histoires. Plus on l'agite, plus on sent des choses nouvelles, quoi. On n'est pas sur les fruits frais qu'on avait dans le Haute-Côte explosif. On a plus dans la subtilité sur le fruit qui est agrémenté d'épices, de cuir et de très joli. Le fruit se fait moins écrasant, entre guillemets, et on a plein de choses autour. C'est vrai que le tabac frais, enfin le tabac séché, on a vraiment cette note-là, on la retrouve en bouche. Et après, voilà, tout de suite en bouche, on a la puissance du terroir. Donc là, on a vraiment une matière tannique qui est présente, mais qui n'est pas ni séchante, ni écrasante non plus. On a vraiment une belle puissance avec la mâche et la texture qui va avec. Et par contre, en termes de longueur en bouche, on parlait de la longueur du Haute-Côte tout à l'heure. Là, c'est quelque chose qu'on a l'aromatique sur les épices. On a aussi ce petit côté fruit rouge qui revient, griotte, kirsch, qui reste sur la fin de bouche. Ça fait saliver. On conserve cette fraîcheur. Alors bon, moi, je suis aussi au frais, donc je goûte le vin un peu frais, mais on a cet acidulé, en fait. Je ne parle pas forcément d'acidité, mais c'est vraiment ce côté un tout petit peu acidulé qui reste sur le fond des papilles et qui fait saliver, qui donne envie de
même sur un vin jeune comme ça, on a envie de se faire plaisir et de le boire, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez en termes de longueur, Dimitri, par rapport à ce que vous aviez perçu sur le Haute-Côte? Bien, vraiment bien. Il y a plus de puissance, plus de longueur? Il est plus, je dirais pas, c'est pas la longueur qui revient. Pour moi, c'est plus de largeur du vin que je note. Mais cette largeur, justement, ça permet d'avoir ces notes qui comment dire, c'est un peu le jeu de ping-pong qui renvoie un peu des côtés. C'est super agréable, très bien. C'est vrai, On a ouais. un côté noyau. Désolé, il faut que je me quitte. Je suis femme. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui a le Nu Saint-Georges avec lui, là, peut-être. Eric, vous avez le Nu Saint-Georges avec vous? Vous êtes toujours avec nous, Eric? Peut-être pas. Parti. Je suis là, mais je suis en famille, c'est pour ça que Ah, ok. j'ai plaisir à déguster avec ma femme. Mais elle est très bien. Et vraiment, et en effet, sur la longueur en bouche, en fait, tout à l'heure, on l'avait commencé alors que vous étiez sur le Haute-Côte de Nuit et je ne comprenais pas ce que disait Dimitri parce que je le trouvais justement avec une super longueur de bouche. Et après, je me suis rendu compte qu'en effet, ce n'était pas le même vin. On ne parlait pas de la même chose. Donc, ouais, non, elle est très bien. Ah, on ne boxe pas dans la même catégorie, c'est sûr, avec celui-là. On a monté d'une gamme. Coup de cœur bien mérité. Coup de cœur, Guy Dachette, très, très mérité. Parfait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions à poser sur la partie vin, sur la partie finance. Sinon, on va peut-être remercier Arnaud pour sa disponibilité et remercier tout le monde de nous avoir rejoints. Sauf s'il y a quelques questions encore. Voilà. On a couvert pas mal de sujets, hein. Si vous avez d'autres questions qui reviennent après, n'hésitez pas à nous contacter hein, par email info@winefunding.com. On vous répondra avec plaisir. S'il y a des documents à vous transmettre, on peut vous les transmettre. Et on passera les mots à Arnaud, quoi. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci. Merci à Arnaud pour tes explications.